Merci à vous tous. Vous êtes nombreux en train d'attendre votre rendez-vous. Le rendez-vous de la semaine qui ressasse pratiquement et revient en termes de récapitulation sur les grandes actualités ayant dominé la République démocratique du Congo, pourquoi pas aussi en Afrique et dans le monde. Oui, nous allons commenter l'actualité aujourd'hui parce que c'est un jour aussi spécial pour moi-même. C'est mon jour d'anniversaire, combien important pour moi et à vous qui nous suivez depuis vos maisons, depuis vos salons. Merci pour la confiance que vous témoignez à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme SML13 Télévision. Alors, Journal hebdo de ces jours reçoit pour vous le président du parti politique Unité des Valeurs. Lui, c'est le président Michel Okongo. Il n'est plus à présenter, vous le connaissez parfaitement. Président, bonjour et bienvenue. Bonjour, Nono. Laissez-moi vous présenter. D'abord, vous souhaiter joyeux anniversaire. Merci beaucoup. C'est une journée importante pour vous. Et au nom de IV, de mon parti politique, et au nom de ma famille également, je partage avec vous ce moment. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Président Michel. Ça me va droit au cœur. Nous allons revenir sur l'actualité parce que rien que l'actualité qui domine en République démocratique du Congo, déjà le vendredi dernier, le président de la République a accordé une audience aux évêques de Dasenko pour essayer d'harmoniser. Mais bien avant cela, nous avons assisté à une sorte de guéguerre entre l'Église et le pouvoir en place, raison pour laquelle le président de la République a dépêché personnellement son conseiller spécial en matière de sécurité, François Béat, et aussi le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé, et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Kodjapwanga, et aussi le président de la Chambre haute, Modeste Baatulukwebo. Tous sont allés voir le cardinal Fridolin Ambongo. Mais les partenaires du bloc patriotique, ici les FCC et la Mouka de Martin Fayoulou, considèrent cet échange-là avec le cardinal comme une sorte de mea culpa des enfants égarés qui sont allés demander pardon parce qu'ils ont reconnu qu'ils ont très mal agi vis-à-vis du cardinal. On prend d'abord ces reportages pour voir ce qu'a été et puis on revient tout juste après pour commenter l'actualité. Les acteurs du bloc patriotique de l'opposition poursuivent leur lutte contre la dépolitisation de la centrale électorale malgré la rencontre au centre Lindongué entre le cardinal Fridolin Ambongo et le président de 2 chambres du Parlement, le chef du gouvernement ainsi que le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité ne semblent pas convaincre l'AMOCA de Martin Fayoulou et les FCC de Joseph Kabila qui considèrent les propos du cardinal et les chefs des institutions qui veulent partir désormais sur les nouvelles bases de relations entre Église et l'État congolais. Pour Chantal Moboni, porte-parole de Martin Fayoulou, le combat du bloc patriotique est encore valable. Pour dire qu'aujourd'hui, cette rencontre pour nous serait d'abord premièrement une façon de pouvoir demander pardon au pasteur. Et je pense que c'est un problème qui ne concerne pas le bloc patriotique parce que le bloc patriotique, c'est le Congolais qui se prend en charge. C'est le Congolais qui s'est dit que mon pays va mal, j'ai un devoir citoyen de défendre l'intégrité de mon territoire, j'ai un devoir citoyen de défendre ma souveraineté, étant donné que cette CENI est politisée, ça ne garantit pas de bonnes élections. Donc, je dois me lever et chercher à ce que ma volonté soit respectée. Partir sur les nouvelles bases, le PPRD de Joseph Kabila, c'est d'abord avant tout les retraits purs et simples de l'ordonnance présidentielle nommant Denis Kadima à la tête de la centrale électorale. Repartir sur les nouvelles bases, c'est quoi? Tous ceux qui ont insulté les cardinals Lambongo, notamment le ménopauseux politique, la mère Mende et les autres, ils doivent demander publiquement, Kabouya et Kabunda, ils doivent demander pardon publiquement au cardinal. Repartir sur les nouvelles bases, ça veut dire quoi? Tous les forcings qui étaient faits au niveau de la loi électorale, au niveau de la fameuse commission paritaire, on doit revoir toutes ces choses-là pour repartir sur les nouvelles bases. Sans ces choses-là, sans la rectification, sans la révision de toutes ces procédures-là, nous n'irons pas sur les nouvelles bases. Les actes parfois parlent mieux que les paroles. Les premiers tests des nouvelles bases sont attendus déjà dès ce samedi à la marche du bloc patriotique.
Voilà, partir sur les nouvelles bases. Président Michel au Congo, vous avez suivi au même moment que moi les partenaires du bloc patriotique et n'entendent pas de ces sons-là que le cardinal reparte sur les nouvelles bases et s'entendre correctement avec les pouvoirs en place, comme ce n'était pas le cas pendant les quelques semaines que nous venons de passer. Et c'était une bonne décision et ça valait la peine que l'Église et les pouvoirs puissent parler le même langage. D'abord, merci de m'avoir invité. Je profite de l'occasion pour saluer les peuples congolais qui nous suivent. Je vais noter que notre peuple, donc notre pays est en train de vivre dans une période de tourmente. Le problème est plutôt politique. Ce que le peuple pense, c'est ce qui est important aujourd'hui. Les politiques peuvent s'exprimer, mais à partir du moment où le souverain primaire n'est pas satisfait, ça pose un problème. Vous savez, non, ce qu'il nous faut dans ce pays, c'est un nouvel ordre politique où nous allons revoir notre constitution. Nous allons également revoir ce concept de démocratie en Afrique où on n'arrive pas à se comprendre. Mais s'il faut revenir au geste du chef de l'État, je pense, pour ma part, que le chef de l'État est à la recherche de la cohésion nationale. Il faut que nous puissions retrouver notre cohésion. Mais encore une fois, je pense que le chef de l'État est allé plus loin lorsqu'il faut mobiliser les institutions de la République pour aller voir la Cinco. Ben, il a ses raisons, ses propres raisons que moi je ne connais pas et le peuple non plus. La Cinco a été honorée et cela suffit pour la Cinco, pour amener la Cinco. Mais est-ce qu'on peut, président Michel, est-ce qu'on peut comprendre cela? On dirait que le président de la République a reconnu sa faute et il est revenu vers les pères spirituels pour que cette fois-ci qu'il reparte sur de nouvelles bases comme c'est sorti de la bouche. Même si cela était le cas, je ne pense pas que c'est une bonne façon de reconnaître ses fautes. Moi, je ne suis pas d'avis de ce que vous dites là. Tout ce que je note, c'est toute la République qui est allée vers la Cinco. Je ne pense pas que ce soit une bonne façon de faire les choses. Encore une fois, je note que le chef de l'État a ses propres raisons. On peut spéculer là-dessus, mais laissons-les agir. Ce que tout le monde souhaite, c'est qu'il y ait la cohésion nationale, que nous puissions nous mettre d'accord, qu'il y ait l'unité. Est-ce que le chef de l'État a préservé, ou plutôt il a préféré à ce que ce soit l'unité qui puisse primer? Je n'en sais rien. Mais au moins, ce qui se regardait en chien de faïence aujourd'hui, je parle de la Cinco et des chefs de l'État, aujourd'hui, ils se sont mis ensemble. Et encore une fois, non, sachez que ce qui compte pour le peuple, pour notre nation, c'est l'avenir. Est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce que l'Église prendra la décision de jouer ce rôle pastoral? Et les politiques, les gouvernements, faire un effort pour prendre... Mais l'Église rajoute cette fois-là qu'elle a aussi une mission sociale. Quand le peuple ne mange pas à sa faim, l'Église a droit cette fois-là de demander au peuple de sortir dans la rue pour appliquer l'article 64 de la Constitution. Oui, moi je ne veux pas mélanger les pédales, que l'Église fasse ce dont lui semble, mais si l'Église pense que c'est une bonne façon de s'occuper du social, tant mieux. Mais moi, je vous ai dit qu'en tant que politique, je pense qu'il nous faut un nouvel ordre politique, puisque nous sommes en train un peu de mélanger les pédales, les pinceaux. Et dans tout cela, le peuple ne se retrouve pas. Mais, je ne veux pas que cette histoire-là, cette raconte, soit une pomme de discorde. Parce qu'entendre à gauche, à droite, on entend les uns les autres dire que la communication de la présidence n'a pas repris et tout ce qui a été dit. Il paraît-il qu'il y a un mémo qui a été déposé au chef de l'État. Donc on entend beaucoup. Mais je souhaite que ces gestes
posées par les chefs de l'État ne soient pas une pomme de discorde dans l'environnement. Que cela ne soit pas une pomme de discorde, mais le monseigneur Marcel Outembi, lui, dit, juste au sortir de ces échanges, il dit que nous avons porté nos réflexions auprès du président de la République. Ils ont parlé état des sièges, ils ont parlé la CENI, ils ont formulé leurs revendications parce que pour eux, cette CENI est politisée, cette CENI de Denis Kadima, ce n'est pas la CENI que la population attend pour organiser les élections transparentes et apaisées en 2023. Ce sont ces revendications-là qu'ils ont portées auprès du président de la République. Oui, mais tout dépend de la façon dont le chef de l'État va les prendre. Autrement dit, nous risquons de repartir sur les points de départ. Et vous voyez que si tel serait le cas, c'est-à-dire on n'aura pas avancé. Je suis en train de tirer la sonnette d'alarme que le pays est en train de vivre une période de tourmente. Tout cela parce que, je le dis toujours, que les politiciens ne veulent jamais se mettre ensemble sur les fondamentaux. Donc les Congolais dans l'ensemble, nous ne voulons pas nous mettre ensemble sur les fondamentaux. Par les fondamentaux, qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, vous savez, il y a beaucoup de principes. Donc nous devons d'abord, en premier, il faut faire en sorte que nous puissions recouvrer notre souveraineté. Nous devons nous battre pour l'homme congolais qui est suffisamment tordu, dangereusement. Donc il faut s'occuper de l'homme congolais. Parce que vous n'allez pas parler d'avenir de ces pays sans inclure les Congolais. Vous savez, aujourd'hui, avec la famine, tout ce qu'il y a tout autour, ça ne va pas. Et lorsque le gouvernement aujourd'hui est en train de poser des actions inappropriées, vous allez commander les chiens-chars en Afrique australe, vous dépensez 6 millions pour 27 000 tonnes de chiens-chars. Vous oubliez que nous avons un long fleuve poissonné, un fleuve long, poissonné long de 4700 km. Nous avons 126 cours d'eau, nous avons 34 lacs poissonnés. Donc, si nous concevons un programme de production, d'exploitation, nous pouvons résoudre ces problèmes. Et je ne parle pas de l'agriculture avec 80 millions, ça vous le savez. Donc, je pense que les fondamentaux, c'est tout cela. Il faut qu'on se mette ensemble. On n'est pas politique pour rien. Nous avons des métiers. Je parle de moi. Moi, j'en ai plusieurs. Mais aujourd'hui, la politique est un engagement. Je suis prêt à servir mon pays. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à quitter les Suisses et venir ici. On ne veut pas nous consulter. On veut seulement les gens qui viennent s'afficher, serrer la main au chef de l'État, prendre une photo et puis la dispatcher par tout le monde. Non, il faut des gens qui réfléchissent pour la République, des gens qui peuvent faire quelque chose pour la République. On n'a pas tous besoin de faire de la politique. La politique est un engagement. On s'engage pour le pays et voilà. Et cela, on ne le voit pas. Cela sont mis de côté. C'est ça les dangers. Mais je suis en train de réfléchir pour le Congo de demain. Vous êtes en train de réfléchir pour le Congo de demain, ça c'est très bien dit, que cela soit souligné également. On revient maintenant cette fois-ci avec l'ambassadeur américain Mike Hammer qui a été déjà le vendredi du côté de la centrale électorale pour aller promettre le soutien de son pays à la nouvelle équipe de la centrale électorale conduite par Denis Kadima. C'était le vendredi 26 novembre. Retour en image sur le propos de l'ambassadeur américain Mike Hammer quand il a échangé avec Denis Kadima. On revient et puis on commente tout juste après. Je suis venu aujourd'hui à me réunir avec le nouveau président de la CENI précisément parce que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait la demande de l'accompagnement et le soutien de la communauté internationale dans le processus électoral pour commencer à faire des préparations pour une bonne élection, une élection inclusive et transparente en 2023. Et de la côté des États-Unis, je voudrais venir parler avec le nouveau président Kadima pour entendre mieux quels sont les besoins techniques, les questions de soutien que les États-Unis peuvent apporter pour assurer que l'élection en 2023 sera mieux que l'élection en 2018. Et les partenariats entre les États-Unis et la RDC, c'est aussi pour faire avancer et renforcer la démocratie congolaise. Et c'est ça la raison de ma visite aujourd'hui.
Michel au Congo est avec nous. On est en train de commenter l'actualité qui a dominé la semaine en République démocratique du Congo. Oui, l'ambassadeur américain Mike Hammer a dit maintenant désormais les trains est en marche. L'équipe d'Eni Kadima ne peut plus revenir en arrière. Il bénéficie maintenant de l'appui et de l'accompagnement de la communauté internationale. La preuve est là. Est-ce qu'à ces jours, nous pouvons encore penser qu'on peut revenir à cette équipe? Le président de la République peut reprendre son ordonnance pour qu'on remplace cette équipe. Est-ce que ce ne serait pas nous attarder sur des choses qui ne nous fait pas avancer cette fois-là? Je pense que ce n'est pas parce que l'ambassadeur Mike Hammer est resté positif sur cette question que nous allons chercher à commenter. L'ambassadeur américain, c'est avant tout un représentant de son pays ici. Ne voyons pas seulement l'ambassadeur, ce sont les États-Unis qui ont pris une option. Et cette option rejoint la mienne, parce que moi je me dis, les statu quo n'avancent pas les pays. C'est entre nous, nous sommes entre nous Congolais. Ça fait partie des fondamentaux. Nous devons savoir à un moment donné avancer. Et pour avancer, il faut faire des concessions. Et ce qu'il nous faut, c'est de mettre des garde-fous. Pour ceux qui... C'est tout à fait normal, parce qu'à chaque élection, on demande aux partis politiques d'aligner des observateurs. C'est pour quelle raison? Ce sont des témoins, afin qu'ils puissent être là en train de veiller à ce que les choses se passent bien. Nous pouvons déjà, nous, partis politiques, nous préparer à mettre des témoins, des observateurs, afin qu'ils puissent y accompagner le processus. Parce que si on n'avance pas demain, nous risquons de tomber dans le piège des glissements. Et là, ça fera encore beaucoup plus de problèmes. On sait, je suis de ceux qui ont essayé de calmer les choses lorsque Kabila, en 2016, ne pouvait pas organiser les élections. La Russie s'est enflammée, il y a eu des morts. Nous sommes allés, en prenant des risques, aller siéger à la cité de l'Union africaine pendant plus de 45 jours pour trouver des solutions. C'est ce qui a ramené la paix, qui nous a amené cette transition qui a fait que nous puissions reprendre avec la bonne marche des institutions. Donc, nous devons nous attendre, ce n'est pas la fin du monde. On a tout fait, les uns les autres ont tout fait pour éjecter Kadima, ça n'a pas marché. Il y a le processus qui a été là. Même aujourd'hui, les confessions religieuses doivent avoir une part de responsabilité parce qu'ils n'ont pas pu se mettre ensemble. Maintenant qu'on a coupé la poire en deux, essayons d'avancer. Mais cela pouvait quand même, nous connaissons les Africains, surtout les Congolais, comment ils réfléchissent. Comme ils l'ont déjà réquisé dès le départ, il y a risque vraiment en un pourcentage très ponctué de croire que nous allons vers des élections qui seront très contestées en 2023. Oui, mais vous voyez, la contestation, on la connaît un peu partout. Nous avons connu 3 processus électoraux. Nous sommes passés par là. Les premières élections en 2006, il y avait des contestations. 2011 également. 2011, pareil. 2018, pareil. Et sur le plan international, outre-mer, vous avez même aux États-Unis, Trump a parlé, a contesté l'élection de Joe Biden. Et Al Gore, à l'époque, avait contesté l'élection de George Bush. Donc, vous voyez, ce qui compte, ce sont les fondamentaux. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous n'allons pas quand même invoquer, implorer le bon Dieu qui nous envoie des anges. Nous sommes dans un monde des humains. Nous devons prendre nos propres responsabilités, faire les choses avec nos défauts, mais aussi avec nos qualités. Mais si Kadima est là, il ne s'était pas autoproclamé. C'est le fruit d'un processus qui a failli un moment ou un autre. Un processus qui a été biaisé, qu'on a reconnu qu'il y a eu du forcing quelque part. Je ne dirais pas qu'il a été biaisé parce que les confessions religieuses avaient toute la responsabilité de s'entendre. Figurez-vous, non. Il y a 2 paliers. Pour élire un président de la CENI, il faudrait passer normalement par consensus. Il faut de consensus. La loi prévoit qu'ils puissent le faire par élection. Mais ils ne l'ont pas fait par consensus. Nous sommes témoins combien de fois. Là, je l'ai dit en toute sincérité, sans parti pris. On a vu combien de fois
le président de l'Assemblée nationale a accordé un délai supplémentaire, des délais supplémentaires. Mais si on voulait seulement s'accrocher à cette question, on y serait encore aujourd'hui. Et entre-temps, l'État n'est pas notre meilleur allié. L'État n'est pas notre meilleur allié. Exact. Exactement, Président Michel. Nous allons maintenant, à présent, revenir sur ce qu'a été la ville de Kinshasa ces derniers temps. Trop en mouvement, avec beaucoup de visiteurs, le ballet diplomatique réussi du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a réussi pratiquement 6 chefs d'État africains. Dans ce lot, on cite Macky Sall, le président sénégalais. Il y a également Nana Akufo, le président ghanéen. Il y a Faure Gnassingbé du Togo. Il y a également Paul Kagame du Rwanda. Denis Sassou Nguesso du Congo d'en face. Et Ellen Johnson Sirleaf, l'ancienne présidente du Libéria, allais-je dire, remplacée par George Weah. Ils ont tous été là pour venir assister à la conférence sur la masculinité positive. La masculinité positive, à ces jours, on considère le Rwanda comme un pays modèle parce que la République démocratique du Congo a connu beaucoup des affres. Les femmes sont violées au jour le jour à l'est du pays. Le docteur, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, les dénonce tous les jours. Il est même devenu le réparateur des femmes. Est-ce qu'à ces jours, vous êtes senti comment que la République démocratique du Congo est sortie de sa zone noire où elle n'était pas visitée par les autres États et maintenant Félix Tshisekedi a réussi quand même à faire venir sur les sols congolais un bon nombre de personnalités et un bon nombre de présidents de chefs d'État africains, et c'est quelque chose qui va dans son actif de très positif. Vous avez parlé de Museveni, il était là aussi? Non, Museveni n'était pas là. Donc nous avons Paul Kagame qui y était. Oui, c'est les moutons noirs. Moutons noirs. Qui était parmi ces invités-là. L'ami privilégié du président de la République. Oui, c'est vous qui le dites. Je ne vois pas comment il pourrait être l'ami du président. En même temps, c'est lui qui complote contre la République, c'est lui qui massacre. Voilà, il faut revenir en image pour voir. C'est pourquoi je parle de moutons noirs parmi ces gens qui voilà, sont on prend ce reportage de Daniel Ronalai, puis on revient tout juste après pour voir ce qu'a été exactement ces moments. Un véritable ballet diplomatique au palais de la nation. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu pendant quelques minutes avec ses homologues présidents africains. Au sorti de ces entretiens, ces chefs d'État se sont livrés à la presse pour le jet des questions-réponses. Après cette étape du palais de la nation, les 6 chefs d'État ont pris la direction des Blasons Fleuve Congo Hôtel pour prendre part à l'ouverture de la conférence africaine sur la masculinité positive. Tout d'abord, l'hymne national de la République démocratique du Congo et celui de l'Union africaine avant toute chose. Ensuite, la présentation au public des 6 présidents présents dans la salle. Ellen Johnson, ancienne présidente du Libéria. Mohamed Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, étaient les premiers à prendre la parole. À son tour, le président de la RDC et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi Tshilombo, a rendu un vibrant hommage à la femme en exprimant sa révérence avant de revenir sur l'objectif de ce premier sommet des hommes. Pour le président congolais, la violence faite à la femme reste la violence aux droits humains. La violence à l'égard des femmes en Afrique reste la violation des droits humains la plus répandue et la plus tolérée, malheureusement, par la société, sans distinction de frontières. Les chefs de l'État et des gouvernements doivent ménager aucun effort pour mettre un terme à cet anti-valeur, a dit Félix Tshisekedi. Notre détermination collective en tant que dirigeants de mener des réformes courageuses pour éradiquer dans nos sociétés toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Cette conférence est basée sur 4 axes principaux, à savoir les violences sexuelles, l'accès limité à la terre et aux autres ressources, ainsi qu'à la participation des femmes aux prises de décision. Très bien, vous avez suivi là les commentaires de Daniel Ronalai, Michel au Congo. Vous avez suivi avec moi, vous avez remarqué que Paul Kagame y était là. Tout à l'heure, vous l'avez traité de mouton noir. En quoi est-il mouton noir? Oui, il n'y a pas que ça, c'est un Goliath de la Bible, il ressemble à un Goliath de la Bible. Je le dis qu'il trouvera un jour un David sur son chemin. Il faut qu'il le sache.
Parce que cet homme, rien que sa présence, fait arracher les cheveux à l'ensemble des Congolais. C'est un tueur qui a tué nos compatriotes, qui les a massacrés, qui continue à le faire. Je peux comprendre. Je ne veux pas mettre la l'unité positive en cause. C'est une bonne chose, mais c'est un peu arrimé au Rwanda parce que on est en train de vanter la femme rwandaise. Ça, c'est notre paire de manches. Mais le comportement des chefs de l'État, vous voyez, quand nous, on était enfants à l'époque, nous, on était bien élevés. Lorsqu'à l'école, vous avez été frappé par un collègue, vous rentrez en pleurant. Vous rentrez à la maison. Et papa va vous reprendre, vous dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, on m'a tapé à l'école. Il dit, mais il faut savoir rendre. Mais il ne le dira pas en public. Il dit, il faut savoir rendre les coups. Et lorsqu'il voit l'enfant, il dit, mais... Il voit l'autre enfant qui a tapé, il dit, mais écoutez, vous êtes des frères, ne vous battez pas. Mais papa a donné des injonctions. Je veux qu'il en soit ainsi avec les chefs de l'État. S'il faut accepter ce rapprochement avec le président Kagame, il faut que ça soit dans cette logique-là. Mais si tel est le cas, il faut que les chefs puissent nous donner la possibilité aujourd'hui de frapper également les Rwandais. Ah, mais frapper les Rwandais comment? Il faut quoi? Déclarer la guerre au Rwanda? J'ai dit d'une manière ou d'une autre. Mais c'est ça, c'est une possibilité. On peut envisager la guerre? Il y a plusieurs façons de frapper. Moi, j'avais dit qu'on puisse y ériger. J'étais ensemble avec le peuple. On avait dit qu'on puisse d'abord commencer par ériger un mur de sécurité. Donc, il faut envisager quelque chose qui puisse aujourd'hui ou peut-être demain laver l'affront que nous avons connu. Que si le plan diplomatique puisse s'afficher avec les Rwandais, mais il ne peut pas signer, notre gouvernement ni lui ne peut pas signer des accords avec les Rwandais. Ce qui est déjà fait, hein? Oui, malheureusement, ce qui est déjà fait, mais je crois que l'histoire est en train de retenir quelque chose et demain, l'histoire sera très sévère avec ce qui s'accouple avec les Rwandais dans des moments pareils. Et vous voyez, Kagame vient ici comme vraiment un Goliath de la Bible. Mais il est chez lui, le Congolais lui réclame de présenter des excuses. Le président de la République, peut-être qu'en privé, il en a déjà présenté au chef de l'État. Les Congolais, ils peuvent se tranquilliser, non? Non, il nous faudrait plus que des excuses. Il faut une réparation. S'il est fait, je crois que les pasteurs... Le Rwanda n'a jamais reconnu d'avoir fait quelque chose en RDC. Très bien, qu'il continue à le faire. C'est pourquoi j'ai dit qu'il se comporte en Goliath de la Bible. Mais un jour, il trouvera un David sur son chemin. C'est un langage imagé. Langage imagé. Avez-vous l'idée déjà que jusqu'à ce jour, c'est David qui peut le terrasser, n'est pas encore là? Non, je ne saurais pas vous dire. Moi, je vous ai donné ce que... Parce que le peuple congolais est dans un état d'esprit très combatif. Lorsque vous discutez, certains discutent avec Kagame, d'autres ne voient pas ça. C'est pour vous dire que, vous voyez, le pasteur Ekofo avait dit, il dit, si nous ne pouvons pas faire quelque chose, nos enfants le feront. Mais je pense qu'il nous revient à nous. Ceux qui sont aujourd'hui, nous avons la responsabilité, c'est à nous qui revient la responsabilité de faire quelque chose afin que nous sortions de cette opprobre dans laquelle nous a plongé le Rwanda. Dans cet opprobre dans lequel nous a plongé le Rwanda. Voilà, il y a un Congolais également, il a été candidat président de la République aux élections de 2018. Lui, c'est Noël Tchani Mwandiamvita. Il a été à CM13 Télévision. Il nous a exactement accordé ses impressions. Il rejette en bloc l'offre du Rwanda de 30 millions de dollars américains pour construire une nouvelle cité à Goma pour faire bénéficier à nos sinistrés du volcan de Nyiragongo. Lui, il dit, ça, ce n'est pas le cas. La République démocratique du Congo ne mérite pas ça. C'est un cadeau empoisonné. Il ne veut pas que ça soit le cas. Suivons cette demande, puis on revient tout juste après pour commenter. Je respecte les points de vue du porte-parole du gouvernement. Le gouvernement représente donc la population congolaise. Nous sommes 105 millions d'habitants. Et la population congolaise est très furieuse à l'égard du Rwanda à cause de ce que le Rwanda a fait sur notre territoire. On a non seulement détruit nos richesses, on a volé nos richesses, mais on a tué nos compatriotes. Et cela s'est passé pendant plusieurs années sous le règne de Paul Kagame, qui envoie tout le temps les militaires rwandais sur le sol congolais comme s'il allait dans son jardin.
je considère qu'à cause de cette histoire du passé, il faut qu'on arrive d'abord à obtenir les demandes de pardon de la part du Rwanda pour ce qu'ils nous ont fait. Moi qui vous parle, j'ai 2 membres de ma famille qui sont morts dans des conditions difficiles à cause de ces aventures donc, rwandaises. Et je considère que c'est un manque de respect pour le peuple congolais lorsque notre bourreau, Paul Kagame, peut venir espérer pouvoir acheter nos consciences en disant qu'il va nous donner un don de 30 millions de dollars, comme si on était des petits garçons qui peuvent recevoir n'importe quoi. 30 millions de dollars, c'est rien. Moi, je peux sortir cela de ma poche pour construire donc ce village-là. Et je considère qu'en tant que pays, nous avons des moyens pour pouvoir donc le faire de nous-mêmes, sans pouvoir attendre quoi que ce soit de la part du Rwanda. Je demanderai par exemple à notre gouvernement d'utiliser une petite portion des réserves d'échange que nous avons à la Banque centrale. Nous avons 3,3 milliards de réserves d'échange à la Banque centrale. On peut soutirer 30 millions de dollars de cela, ça ne va pas changer le niveau des réserves d'échange considérablement. Et surtout, pas faire venir des militaires rwandais sur notre territoire, sous prétexte qu'ils viennent construire un village. Parce que s'ils le font, ce qui va arriver, c'est quoi? Ce ne sont pas des Congolais qui seront logés là-bas. Ce sont des Rwandais qui vont loger sur notre territoire national. Et on deviendra comme le cas de Minembwe, où on a tout plein de Rwandais qui ne veulent plus rentrer chez eux. Ils prétendent être Congolais. Donc, je demande sincèrement au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et son gouvernement, de ne pas accepter cela. Pour que nous puissions enterrer la colère à l'égard du Rwanda, je souhaite qu'on mette en place une commission mixte, incluant les Rwandais et les Congolais, sous l'arbitrage international pour qu'on puisse évaluer les dégâts causés par le Rwanda au peuple congolais, à l'économie congolaise, pour que le Rwanda accepte de payer ces dégâts-là avant que nous puissions passer à la normalisation complète de nos relations. Terrible. Voilà, c'était là la réaction de Noël Tchani Mwadjanvita. Michel Okongo, vous êtes resté presque bouche bée en train de voir la bonne foi de Paul Kagame de nous venir au secours, parce qu'on a vu que depuis que les sinistrés de Nyiragongo ont été livrés à leur triste sort, le gouvernement de la RDC ne fait pratiquement rien. C'était d'abord une initiative privée d'un jeune musicien, un jeune talent innocent, Baloumé, qui a construit quelques maisons avec ses frères. Mais le gouvernement ne fait rien. Alors, si vous ne faites rien, les voisins peuvent venir vous aider. Paul Kagame amène une cagnotte de 30 millions de dollars. Pourquoi refuser un geste de bonne foi? Vous savez, c'est que j'ai un message. Parce que j'ai beaucoup combattu pour ce pays. Moi, je suis un homme d'État. Je ne suis pas quelqu'un qui vient dire n'importe quoi. Tous ceux qui s'hasardent à venir s'installer au Congo, qu'ils le sachent bien, le Congo sera un piège pour eux. Le Congo sera un piège pour le Rwanda. Il en sera également pour l'Ouganda et tous les autres. Qu'ils le sachent bien. Nous sommes en train de nous réveiller. De toute façon, on apprend par les difficultés. C'est ce qui nous arrive. On nous a dit que nous étions un pays qui avait une hospitalité légendaire. C'est vrai parce qu'on nous a appris à aimer l'autre et qu'à aimer, donc aimer l'étranger, qu'aimer son propre Congolais. Mais on a compris que le même se sont tournés contre nous. C'est une grande leçon que nous avons apprise. Mais maintenant, nous sommes en train de consolider et nos positions. Nous sommes en train de prendre en compte cette expérience malheureuse que nous avons vécue et de réparer pour que demain, à l'avenir, nous ne puissions pas tomber dans le même piège. Nous vivons dans un moment, nous sommes en train de vivre un moment, je dirais, d'affaiblissement. Le Congo est très affaibli sur tous les plans. On nous a imposé l'embargo sur les armes, sur l'importation des armes. Nous connaissons beaucoup de choses. Mais je vous dis, dans la détresse, nous sommes en train de nous organiser. L'État congolais vivra et nous allons demain rehausser nos têtes. Demain, rehausser nos têtes. Exactement. Ça, c'est dit par Michel Okongo, qui est
avec nous sur les antennes de CML13 Télévision. On aborde les grandes actualités ayant dominé la semaine en République démocratique du Congo dans votre magazine que vous aimez bien, Journal Hebdo. Kinshasa a vibré le mercredi au rythme du forum du RC Africa Business et ses assises ouvertes par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, que retenir de ce que la République démocratique du Congo devra mettre en place et des industries pour la fabrication des batteries électriques et aussi pour les véhicules électriques? Est-ce que nous pouvons rater ces rendez-vous du donner et de recevoir du monde avec les lithium que nous avons, avec le coltan que nous avons? Est-ce que la République démocratique du Congo ne peut pas en tirer profit et en tirer des dividendes de ces richesses qu'il en possède, qui à ces jours et à la base de beaucoup des affres à l'est du pays? On prend d'abord cet élément, ce qui a été au courant de la semaine, et puis on revient tout juste après. À cette occasion du lancement officiel du RC Africa Business Forum de la fabrication de batteries de voitures électriques de ce mercredi 24 novembre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit des pays de Lumumba être la destination la plus compétitive au monde pour installer des usines de fabrication de batteries de voitures électriques. Félix Tshisekedi plaide dans la perspective de capter une partie des 8 milliards de dollars américains de revenus issus de la vente de véhicules à l'échéance de 2025 et atteindre le cap des 46 milliards d'ici 2050. Une véritable manne pour le développement de la chaîne de valeur africaine. Le patron de l'industrie congolaise, Julien Paluku, a pour sa part révélé que pour investir dans une usine de fabrication de batteries de voitures électriques, il faut investir au moins 117 millions de dollars américains aux États-Unis d'Amérique, 112 millions en Chine, 65 millions en Pologne et 39 millions seulement en République démocratique du Congo. Une question pour ces investisseurs de regarder davantage les pays de Patrice Emery Lumumba. Ces chiffres sont issus d'une maison d'études Bloomer. Désormais, il est temps pour les pays qualifiés de scandales géologiques de tirer les dividendes de ces matières premières. Tirer les dividendes de ces matières premières, a très bien dit dans ses commentaires Michel Okongo. Est-ce que c'est le moment pour nous de pouvoir s'aventurer à cette nouvelle aventure, s'il faut le dire comme ça? Je ne pense pas que ce soit une aventure. Moi, je crois que c'est du réalisme. Je l'ai toujours dit, ça fait longtemps que notre pays avait été engagé dans la course vers la compétitivité. Ça date de l'époque de Mobutu. Mais nous avons connu des difficultés et puis nous avons finalement marché à reculons. Les batteries, nous, on a fabriqué. On montait des véhicules ici à Kinshasa, on faisait tant de choses. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais cette initiative est à saluer. Le seul conseil, c'est que lorsque on veut s'affronter avec les autres, il faut savoir assurer ses bases. Les bases diplomatiques, les bases politiques. Est-ce que nous sommes suffisamment préparés parce que les grandes multinationales, les grandes puissances vont se lever parce qu'ils ont toujours eu cette facilité d'avoir nos matières premières et puis d'aller les transformer dans leur pays. Mais à partir du moment où nous avons pris la décision nous-mêmes de fabriquer ici chez nous, c'est une bonne chose, mais nous devons assurer, fortifier nos bases diplomatiques, politiques et autres, voire même économiques. C'est là la seule question qui se pose. Mais l'initiative, elle est louable. L'initiative, elle est louable. Nous avons proposé 39 millions de dollars américains pour créer une usine de fabrication de batteries sur place, ce qui n'est pas le cas. Peut-être aux États-Unis, c'est 117 millions. Vous voyez pas que l'offre de la RDC, c'est une offre très alléchante qui pouvait intéresser plus d'un. Est-ce que nous avons déjà pensé à pouvoir aller communiquer davantage auprès de ces investisseurs, de pouvoir regarder aussi la République démocratique du Congo? Non, vous voyez, nous avons l'annonce. Entre l'annonce et la faisabilité, il y a beaucoup de choses à évaluer là-dedans. Vous voyez les barèmes salariales. Chez nous, ici, ce n'est pas le même qu'aux États-Unis. Nous avons une abondante main-d'œuvre, un meilleur marché. Donc tout cela, nous avons les espaces. Vous avez les espaces qui sont propices. On peut créer des usines parce que nous avons l'eau. Vous voyez, tout cela, ce sont des conditions
favorable. Et tout cela joue. Maintenant, après, j'ai dit, il faut vraiment faire asseoir de bases solides sur le plan politique et diplomatique. Hier, la Chine, c'était pareil avec la Chine. Bon, la Chine a si joué le jeu. C'est ce qui fait, dès aujourd'hui, une superpuissance. Il faut l'avouer quand même, hein, parce que c'est la première puissance économique. Donc, nous avons tout ce qu'il faut. Mais ce qui nous manque, c'est l'assurance, comme je l'ai dit, donc les assises diplomatiques et politiques, voire même sécuritaires. Tout cela parce qu'on ne vient pas investir dans un pays fragile, dont la sécurité est fragile. C'est le cas pour nous. Mais à partir du moment où nous avons les gens qui ont accepté de le faire, maintenant, nous devons y aller. Il faut donner, parce qu'il y a des atouts, il faut donner des garanties, en fait que les choses se passent correctement. Nous avons la main-d'œuvre, c'est bien, nous avons des terrains propices, c'est ce qui contribue à diminuer les coûts. Très bien, c'est ce qui contribue à diminuer les coûts. Je retenu dans votre intervention tout à l'heure qu'on ne peut pas venir investir dans un pays où la sécurité n'est pas assurée. Cela nous permet directement d'aller du côté de l'Ituri, cette province placée sous l'état de siège. Il y a eu 54 civils qui ont été retirés entre les mains des rebelles des ADF dans le territoire du Roumou. Ils ont été libérés. Oui, ils sont très contents parce que nos forces régulières les ont récupérés. Une offensive réussie des forces armées de la République démocratique du Congo, selon ce que nous rapporte le porte-parole militaire à Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo. On revient pour voir ce qu'a été cette libération de 54 otages récupérés entre les mains des ADF, ces rebelles d'origine ougandaise, aujourd'hui considérés comme un mouvement terroriste. Et puis on revient pour en commenter. La moisson des opérations des forces armées de la République démocratique du Congo dans la traque de mouvements terroristes d'origine ougandaise, ADF, dans la nuit de jeudi 25 novembre 2021, a permis aux forces régulières de récupérer 54 otages dans le village de Manzebe du secteur Walesa-Wankutu dans le territoire d'Irumu, en Ituri. Dans les lots de ces captifs, l'on retrouve 17 femmes, 16 hommes et 21 enfants qui ont eu à passer 2 semaines dans le camp des ADF. Un vrai soulagement pour les bénéficiaires. Nambala mobiso kokota masasi bandi ko beta ba beti masasi ngana nzui masasi na maboko ba beti masasi na bapine bisekwe baeba pasoli paraprise ale babandi ko misa ba passager nyonso kotia bango singa boa to moni bakonzi bayambi biso malamu pesi biso biloko akolia toka pour sécurité penzana no tuza bien vraiment. Ces opérations doivent se maintenir, encourage le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo. Nous encourageons les éléments de forces armées de fouiller pas à pas cette forêt pour récupérer d'autres compatriotes qui peuvent être encore dans le filet de la mort de ces bandits, mais aussi de tout faire pour neutraliser ces hors-la-loi. Nous demandons encore une fois à la population, au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, de continuer à collaborer avec les forces armées, de fournir les informations fiables pour détruire cet ennemi qui endeuille la population. Le gouverneur militaire de cette province placé sous l'état de siège, le lieutenant-général Luboya Kashama Dioni, promet d'intensifier ce genre d'opérations pour déloger tous les camps rebelles. Déloger tous les camps rebelles, c'est la promesse du gouverneur de l'Ituri, Kashama Luboya Dioni. Voilà le lieutenant général Michel Okongo. Vous avez suivi, les Congolais ont été pris en otage, 54 au total, même les enfants. La sécurité n'est toujours pas assurée à l'est du pays. Vous me voyez sourire parce que c'est une bonne nouvelle. Au moins, on a sauvé des vies. Et je salue le lieutenant général Kashama, que je connais bien. Je l'ai côtoyé. C'est un homme d'une grande fermeté. J'encourage également les chefs de l'État à continuer avec l'état d'urgence, l'état de siège. L'état de siège, oui. C'est au moins, je l'ai dit clairement, c'est au moins l'un des points auxquels je suis d'accord avec les chefs. Même si c'est contesté, hein, pour la 12e fois pour Roger, les élus de ces coins n'ont toujours pas donné leur quitus de bonne foi. Oui, mais il y a à boire et à manger parce que nous sommes trahis par nous-mêmes, je dirais. Vous savez, c'est une sorte d'auto-flagellation. Les Congolais entre eux se trahissent. Je ne veux pas commenter, mais je note que là, on est en train de sauver des vies humaines. Imaginez-vous,
les groupes armés, ce sont choses montées, ont été montées, c'était les groupes armés d'autodéfense. Mais aujourd'hui, ces groupes armés sont mis de côté, tout simplement parce qu'il y a la présence de nos FRDC, que je salue d'ailleurs. Donc nous n'allons pas laisser, je sais que ce n'est pas facile de faire revenir le calme et la quiétude en un clin d'œil dans ces deux régions, ces deux provinces, il faut y aller. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé, ça rassure. Hier, qui pouvait le faire? Ce ne sont pas les civils qui face aux groupes armés qui allaient avoir le courage d'aller aller récupérer ces gens. Donc, il faut saluer le courage des hommes et des femmes qui sont engagés au sein de FRDC et aussi en politique, qui ont pris la bonne décision. Je veux que cela continue. D'ailleurs, moi, je souhaiterais qu'on puisse, que notre armée puisse créer des postes avancés qui puissent y rester, parce qu'on a parlé de placer l'état-major, les QG de l'état-major, ça ne se fait pas. Il faut créer des postes avancés, voilà, qui puissent être là pour faire en sorte que lorsqu'il y a des présences armées qui rentrent, qu'ils puissent faire le travail. Donc je salue cette bravoure, ce travail fait par nos éléments des forces armées congolaises. C'est vraiment un bon travail qu'ils ont eu à faire là. Très bien, très bon travail qu'ils ont eu à réaliser. On va revenir un tout petit peu sur l'état de droit avec la justice, la libération de Willy Bakonga, l'ancien ministre de l'EPST, qui a été condamné depuis le 30 avril dernier. Cela fait pratiquement 7 mois seulement. Et puis il se retrouve dehors. Alain Bolodjoa, un acteur politique, qui trouve que cette libération, c'est juste pour camoufler le vrai dossier de détournement de fonds liés à la gratuité de l'enseignement de base. Que le président de la République a ainsi accordé la grâce présidentielle à Willy Bakonga. On revient prendre ce reportage et puis on va y revenir pour placer un mot. Condamné à 3 ans de prison ferme pour blanchiment des capitaux avec son fils Joël, l'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga vient d'être libéré par grâce présidentielle pour en avoir consommé que le 1/4 de sa peine. Pour Alain Bolodjoa, acteur politique, cette libération par grâce présidentielle, c'est une sorte de pipo barata pour cacher la vraie vérité sur le détournement de fonds de la gratuité de l'enseignement. La question pour laquelle il a été arrêté, sincèrement, je n'étais pas convaincu. Parce que lorsqu'on nous dit qu'il détiendrait 30 000 $ et qu'après, on nous apprendra que ce n'était pas lui, c'était son fils, je m'étais dit, c'était une manière pour ses pouvoirs de voiler la vraie réalité. Tout est parti du détournement au niveau de l'EPST. Ça n'avait rien à voir avec la détention illicite ou blanchiment d'argent. Et le connaissant, lui qui est propriétaire ou promoteur de plusieurs écoles, pouvait avoir ces montants-là entre ses mains. Quant à la vidéo réalisée par lui-même montrant une école de fortune portant le nom de Willy Bakonga en Équateur, qui serait l'élément déclencheur de son arrestation, Alain Bolodjoa répondit à ces termes. Les vidéos que j'ai eu à ramener du territoire d'Ingende, qui ont été utilisées sous prétexte que c'était ça qui l'aurait amené en prison, j'aurais souhaité qu'il y ait un procès, qu'il soit jugé. Et si il n'était pas coupable de ce qu'on lui reprochait, qu'il soit innocenté. Parce que la grâce présidentielle, en fait, ne dit pas que vous êtes innocent. La grâce présidentielle veut dire tout simplement qu'on vous reconnaît les faits, mais on vous accorde par la grâce du président la liberté. Ça, c'est une manière d'étouffer l'affaire. Donc, quelque part, je me rends compte que M. Félix est en train de nous vendre du vent. La justice ne fonctionne pas comme ça. Il s'y est de rappeler que Willy Bakonga et son fils Joël Bakonga avaient été condamnés depuis le 30 avril dernier pour blanchiment des capitaux par la chambre répressive de la Cour de cassation en procédure de flagrance. Le président de la République serait en train de nous vendre du vent. Ça, c'est ce qu'a dit Alain Bolodjoa. Est-ce que la justice va bien en République démocratique du Congo avec ce programme vaste, aussi important, qui est l'état de droit prôné par le président de la République, Michel, au Congo? Vous savez, dans un pays de droit, la justice ne devra pas être assujettie
aux politiques, donc à l'exécutif. Je me limite seulement à cette histoire de triste mémoire. Il y a quelqu'un qui a pillé la République. La justice a mis la main sur lui alors qu'il tentait de fuir le pays pour échapper à la justice. Et puis, je n'ai pas suivi la suite, mais je suis certain que la justice a fait sa responsabilité. Après, a pris sa responsabilité, il a fait son travail. Et dans les reportages, on nous dit qu'il a purgé un quart de sa peine. Dans les reportages également, on nous dit qu'il a été libéré grâce présidentielle. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle cacophonie. Là, j'ai même ma casquette de juriste, d'avocat, et puis d'un professionnel des droits. On ne peut pas imaginer tout cela. Moi, je ne vois même quelle est l'opportunité de cette grâce présidentielle. Je ne vois pas les soubassements. À supposer qu'il y ait effectivement grâce présidentielle, mais il y a des conditions pour savoir lesquelles peuvent en bénéficier. Et je peux mettre ma main à couper, bien que ma main ne sera jamais coupée. Le cas de ces messieurs n'est pas astreint à ceux qui peuvent bénéficier de ce genre de grâce. Et là, je crois qu'il y a une violation quelque part. Moi, je l'ai toujours dit que pour préserver les intérêts de notre pays, afin qu'il n'y ait plus de pilleurs, qu'il n'y ait plus de gens qui viennent voler, piller la République, il faut d'abord commencer par révoquer les moratoires sur la peine de mort et commencer à appliquer dans son effectivité la peine capitale. Mais comment ça, le faire. Les grandes puissances l'ont aboli, vous prenez à ce que l'on revienne sur ça? Attention aux États-Unis, quand vous faites allusion aux grandes puissances, il y a une partie des États-Unis qui applique la peine de mort. En Chine, on l'applique également. Quand vous avez quelqu'un qui met la vie, qui met en danger de nombreuses vies humaines, parce que quand vous volez des millions, entre-temps, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'ont pas à manger, parce qu'ils n'ont pas de quoi se faire soigner. Et vous prenez des milliards, vous allez vous pavaner avec en dehors de notre pays. Je crois que c'est ça la solution. Nous sommes sur les moratoires pour savoir si nous devons abolir la peine de mort. Donc il faut révoquer ces moratoires et puis, après avoir révoqué le moratoire, il faut l'appliquer. Il faut appliquer la peine de mort en fait que les gens soient sanctionnés. Parce qu'on ne peut pas comprendre, on a tout essayé. Ça ne marche pas. Je pense qu'il est temps que la justice puisse prendre les rênes de ses pouvoirs. Il est temps que la justice puisse prendre les rênes de ses pouvoirs. C'est le même état de droit où le président de la République lui-même reconnaît quelque part que notre justice ne marche pas comme il le voudrait. Et c'est lui-même, le même chef de l'État, qui commence à gracier les personnes qui sont pourchassées plutôt par la même justice. C'est là où il y a contradiction aussi. Non, mais s'il aurait dit ça, c'est une contradiction parce que c'est lui le magistrat suprême. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça, il est en train de se contredire. Il en est le magistrat suprême. Et là, je ne sais pas, est-ce que... moi, je veux bien le croire, mais je me dis, est-ce que cette grâce n'a pas été trafiquée? Si c'est vrai qu'il a y a signé, mais ça a été mal utilisé. Ou alors, il a voulu qu'il en soit ainsi pour sauver un criminel. Ce n'est pas possible. Il faut les reprendre par tout le moyen. Et puis être rigoureux avec ceux qui sont ici. Hormis un aspect que j'avais toujours développé, je me suis dit, les pouvoirs précédents avaient sciemment laissé des coffres forts ouverts, tout le monde venait s'en servir à son gré, oui. Mais après, je me suis dit qu'Abila jouait les jeux de l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, avec les vrais pouvoirs auxquels le peuple congolais aspirait, j'espère que c'est le cas aujourd'hui, et on devait interpeller tout le monde. Et ce sont des cerveaux que nous sommes en train de perdre parce qu'il y a certains qui sont en train de fuir le pays, d'autres qui se retrouvent en prison, alors que leur place ne devait pas être en prison. Leur place devait être dans la société, dans une société active, en train de produire. Donc tout ça,
c'est l'ennemi qui a voulu qu'il en soit ainsi, parce que ce n'est pas seulement à ce niveau-là. Vous avez la scolarité. Je me souviens, en 2011, je venais d'arriver de la Suisse, il y avait un diplôme, un diplôme de cinquantenaire. Ouais, vous êtes un grand journaliste. Où tout le monde a obtenu son diplôme parce qu'il fallait en avoir. C'était les cinquantenaires. Mais nous sommes dans quel monde? Vous voyez que l'ennemi voulait affaiblir à la fois d'abord notre nation. Alors, il fallait passer par l'enseignement, il fallait passer par les cerveaux. Et nous sommes en train de perdre des cerveaux comme ça. Il faut les reconditionner. Mais d'abord, quand on les arrête, on les interpelle, il faut qu'ils rendent l'argent. Supposer que ces messieurs auraient fui, bon, qu'ils puissent y aller avec, qu'ils puissent s'enfuir sans ce qu'il a volé. Qu'on puisse les déposséder de tout ce qu'il a volé au profit des trésors publics, donc au profit du peuple congolais. Tout cela n'est pas fait. Donc c'est ça l'entorse. C'est vraiment une entorse à notre... Donc les Congolais attendent impatiemment ces procès plutôt sur la gratuité de l'enseignement de base. Ça vaut la peine et que la clarté doit être faite. Exactement. Oui. Maintenant, on va faire un clin d'œil au panier de la ménagère. Ça n'a pratiquement pas bougé, malgré des millions qui ont été versés du côté de la Namibie pour nous amener du chanchard. Et rien ne change. Le prix des denrées alimentaires sur le marché ne fait que monter, en pompe. Et au marché d'Elvaux, nos reporters s'y étaient rendus sur place pour aller voir sur le comment les paniers de la ménagère ne bougent pas. La situation demeure presque statique. Et on prend d'abord un reportage et voir aussi ce que pensent les mamans, si ça va ou ça ne va pas, parce que c'est ça aussi le vrai thermomètre pour mesurer la température qui existe dans les chefs des Congolais lambda. La décision sur la baisse des prix des denrées alimentaires souffre d'application, malgré multiples concertations entre le gouvernement et les opérateurs économiques œuvrant en RDC. Manger à Kinshasa demeure un casse-tête dans certaines familles, dont le prix de certains produits de première nécessité, notamment les denrées alimentaires, sont en hausse sur le marché des Binza d'Elvaux. C'est ce qui témoigne le commerçant et acheteur trouvé sur place. Papa, 20 000 francs, on a tableau na sombi à 20 000. Il y a ma longate, bon et sirikabu. 20 000 francs, l'homme a longate na sombi. Poisson na ye ana ko ko sombate. Na tout na be 3 000, 2 000, 5 000. To vivre ndeni na mboko. To vivre ndeni. Pour un sac de braise qui coûtait 22 000 francs congolais, passe à 45 000 francs congolais. Un bidon de 5 litres d'huile végétale galope de 12 000 francs congolais à 18 000 francs congolais. Un sac de manioc passe de 45 000 francs à 115 000 francs congolais. Une caisse de tomates passe de 40 000 francs congolais à 60 000 francs. Face à cette réalité, une femme affirme ceci. Papa, évolution eza kokufa. Évolution eza kobeba ndoko tokomi na suka. Bidon mafuta, bidon mafuta 20 000 ya mbila. Elo mafuta mbilo ekomi 42 000. Oui, lio tokomi 25 000. Lelo 25 litres comme 93 000. Apa tokela ti wapi? Tokomi na kufa. Fufu oya ba Congo bilanga ya biso moko. Awa na mboka 115 000, 105 000. Bakonda mboko, mbokitsa biloko, bakitsa biloko. Asi biloko peso kita solo. De leur côté, le vendeur ajoute à ces termes. Tozole la makasi. Kala makala ndeti makala boy. Toteka makala boy tozali kolesa bana totangisa bana donc nyonso tosala ngokana makala mais lelo saka makala ezalaka liboso 20 000 19 000 lelo tosomba saka makala 45 000 francs 45 000 francs soko po sakani te 50 000 na saki moko revivre ndenge nini donc pambongo pasi transport pasi donc manger un tas de liste dit-on que le gouvernement congolais devrait prendre de mesures idoines pour améliorer le social de sa population. Les rendus de Aristote Mba, mais les reportages de Chansard Iyamba. Michel au Congo, les mamans se plaignent, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, vous avez parlé de panier de la ménagère. Moi, je vais rectifier. Il s'agit bien de sachets. Ah oui, sachets les paniers n'existent plus. Ça n'existe plus. Les paniers, lorsqu'on parle de paniers, c'était à notre époque. Nos mamans partaient, lorsqu'elles se rendaient au marché, elles prenaient un panier. Tout le monde savait que c'était pour aller au marché, pour aller faire des emplettes. Aujourd'hui, ça n'existe pas. On y va avec nos mamans, ils vont avec un petit sachet.
Donc, nous avons affaire à un sachet de ménagère qui ne contient plus rien. Ça veut tout simplement dire que notre peuple est dans la précarité, dans la misère, une misère noire. Ma foi, et quelle est la volonté de notre gouvernement? Vous savez, j'avais salué l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Je n'ai pas hésité à lui faire une proposition facile. Je l'ai encore chez moi, j'ai une copie parce que je le lui avais remise par l'entremise du défunt Gérard Moulumba, qui était devenu par la suite le chef de la maison civile, le chef de l'État. Je ne sais pas ce qu'il en était ou ce qu'il en est. Je suis prêt à le faire aujourd'hui. Là-dedans, j'avais mis en exergue un projet agricole facile qui pouvait en même temps générer l'emploi, mais aussi inonder le marché d'abord de Kinshasa et puis des grandes agglomérations. Ça n'a pas été suivi des faits. Mais là, c'est du loupé. Le chef de l'État est au pouvoir, mais les côtés social, c'est complètement nul. Nous avons parlé des chinchards qui ont été importés, mais dites-moi, est-ce que nous avons, l'État, une capacité de stockage de près de 27 000 tonnes? On va mettre ça au stade de martyr? Où est-ce qu'on va mettre ça? Légal, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a eu comme problème, légal, je ne pense pas qu'elle a cette capacité. C'est une entreprise que nous connaissons. Donc, si on ne le fait pas, c'est que nous sommes en train de condamner notre peuple à disparaître. Mais si aujourd'hui nous condamnons notre peuple à la disparition, mais si lesquelles ces autorités vont régner? Mais moi j'ai vu dans un quartier populaire, mon cher ami, il y a une crise, surtout, on a amoindri la quantité sur le pain, vous voyez les volumes, mais ce n'est plus le même. Les grammages a baissé. Les prix est resté les mêmes. Les grammages, comme vous le dites, a tellement été amoindri. Donc, tout ça ne va pas. Même nous qui sommes là-bas, et avec les œuvres sociaux que nous faisons, je vous dis que moi, personnellement, avec mon parti politique, nous finançons les micro-projets pour remettre les Congolais au travail, mais aussi pour combattre la misère et la faim. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous sommes en train de cultiver à la hauteur de Kinshasa. Donc, je demande au gouvernement et au chef de l'État de tout faire pour prendre à bras le corps les problèmes sociaux de notre pays. Si on ne le faisait pas, donc nous risquons de condamner tout un peuple à la disparition. Les bonnes choses ne durent pas à Michel Okongo, président du parti politique Unité des Valeurs. Il était le nôtre dans ce magazine Journal Hebdo. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Un dernier mot. Le dernier mot, d'abord, je vous remercie d'avoir pensé à moi et de m'avoir donné l'occasion de m'adresser aux Congolais. Nous avons certainement, disons certes, commenté l'actualité, mais nous avons ajouté un plus. J'espère que c'est ce plus-là qui compte pour le gouvernement et pour le président de la République. Mais aussi, je vais dire au peuple que nous restons fidèles. Nous allons continuer à combattre. On est acteurs politiques, mais tout, nous ne pouvons pas travailler pour le peuple. On n'est pas forcément obligé d'être dans la politique. Mais si on est appelé, on viendra. Mais on fait autre chose. On est prêt à continuer à s'occuper de notre peuple. Prêt à s'occuper de notre peuple. Ça, c'est dit par Michel Okongo, président du parti politique Unité de Valeurs, avec qui nous avons traité l'actualité qui a dominé la semaine en République démocratique du Congo. Vous avez été nombreux à nous suivre à Kinshasa, à Brazzaville et partout dans le monde. Merci à vous, à ceux qui vont nous suivre sur YouTube. Merci à vous du côté de la Suisse parce que vous avez été nombreux à vous signaler, à suivre ces grands magazines. Oui, nous dédions ces magazines à Madame Pauline Okongo qui a été le nôtre. Elle nous a pratiquement tenu compagnie pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui allez suivre ça, même en rediffusion. Ce sera à 19h juste et aussi à 7h30 demain. En attendant, restez fidèles à votre chaîne de programme qui est toujours alléchant, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. C'est Maître Télévision. Bye bye.